on ne va plus transmettre ça, ce qui fait une sorte de vivant merveilleux, et on va aller vers du plat et que du fabriqué, et forcément, c'est du fake. Et comme je disais à une interview de France Culture, si ce sont des fakes, eh ben ça fait chier. Michel Elias, le transformiste vocal le plus célèbre et reconnu depuis Roger Carrel, vient nous parler de la créa-pub, notamment sur Ovomaltine, Dédé ou Fernandel pour une marque d'huile. Nous parlons de sa collaboration avec Chantal Goya où il fait Jeannot Lapin. Nous parlons du monde fantastique et merveilleux des marionnettistes au travers le Muppet Show et en particulier son plus fameux ambassadeur, Kermit la Grenouille, qu'il a d'abord commencé à interpréter en 1979 pour le cinéma avec l'aide d'un cours sur une cassette audio donnée par le créateur des personnages et le maître absolu des marionnettes, à savoir Jim Henson, le réalisateur de Dark Crystal et de Labyrinthe. Et puis Michel, qui n'est pas venu tout seul, vous verrez, c'est, vous savez, ce petit film d'animation de Disney qui arrive au fait d'une décennie de chefs-d'œuvre fédérateurs humains et pour tous, appelé Le Roi Lion, et interprété aux côtés de son acolyte Puy Martin, un rôle attachant, voire attendrissant, un film légendaire, une chanson pour les âges. Nous resterons sur les terres africaines avec Kirikou, où Michel a inventé une foultitude d'animaux pour nous faire voyager dans le dessin animé de Michel Oslo. Nous parlons ensemble de création vocale, de commedia dell'arte, de masques, de chants, en d'autres termes, de toutes les sources qui nourrissent un comédien qu'il décrit comme un instrument. Michel déclare « Ce sont les fêlures qui laissent passer la lumière ». Il dit également « Quand je suis au micro, je suis sur scène ». Alors, en piste. Chantal Goya au Palais des Congrès. Je crois que c'est mon tout premier pestac d'enfant. J'avais 4 ans. Waouh. Jeannot Lapin, c'est toi ? Oui, vous m'avez tous reconnu, moi je suis Jeannot Lapin. Chante un peu faux, mais c'est genre de voix. Avec le cœur. Ouais. Comment tu t'es retrouvé à collaborer avec Chantal Goya ? Alors, grâce à Jean-Daniel Mercier, arrangeur-compositeur, que je côtoyais parmi tous les gens du métier. Et puis, il a parlé de moi à Jean-Jacques, debout, donc, voilà. Et le mari oui, Marie, effectivement. Et comment dire, Marie, je retrouverai le mot, mais le grand... c'est un magicien, lui aussi. Enfin, vraiment un personnage extraordinaire. Et ça a bien matché, nous deux. Et puis avec Chantal aussi. Donc voilà, on venait au Palais des Congrès à plus d'heures. C'était vraiment nuitamment assez tard dans les studios dans les studios tout en bas. Sombre. Voilà, sombre. Et puis là, Chantal arrivait toujours à 200%, à 2000 à l'heure. Elle était prête. Et puis on faisait plein de trucs, on faisait plein de voix. Monsieur Le Chêne aussi. Puis un personnage qui m'a demandé, en plus, enfin après, un peu plus tard, Jean-Jacques, il me dit, est-ce que tu pourrais faire la voix de Monsieur Sac à dos ? Ah ouais, c'était qui celui-là, Monsieur Sac à dos ? Monsieur Sac à dos, parce que je trouve qu'il en avait un peu plein le dos. Monsieur Sac à dos, j'apporte du lait et des petits gâteaux. Pouf. Voilà, c'était ça. Mais Jeannot Lapin, c'est un personnage formidable. Mais c'est une sacrée rencontre. Et d'ailleurs, Jean-Jacques m'a demandé, puisqu'il est passé... dernièrement, il a fait un tour de chant à l'ancien bal nègre qui s'appelle le bal Blomet actuellement. Et là, il m'a dit, mais attention, hein, tu seras avec Chantal, là, puisque Chantal sera au Palais des Congrès, faire la fin mai, je crois. Ok. Voilà, donc il m'a interpellé pour revenir, faire des bêtises. Un comeback 40 ans plus tard. Un comeback quelques années plus tard. Ouais, est-ce vraiment. que ton costume de lapin, est-ce qu'il te va encore ? Alors, mon costume de lapin, je l'ai dans le micro, disons que faire Jeannot Lapin sur scène... tu laisses ça à des professionnels. Moins envie, mais en tout cas, voir la salle du Palais des Congrès plein de mômes émerveillés, c'est vraiment extraordinaire. J'ai une sorte de comparatif. C'est aussi lors de la première de Kirikou, oui, de Michel Oslo, au cinéma des cinéastes. Bon, salle peut-être moins grande, mais la avec salle des gamins remplie de familles africaines, avec des gamins partout,
et qui voyait Kirikou. Et moi, je regardais pas l'écran, je regardais la salle aussi, parce que tellement voir Ces petites étoiles. cet émerveillement, c'est génial. Hein. Ouais. On fait pas ce métier pour rien. Hein. C'est comment de travailler avec Chantal Goya, la grande, l'unique? Ben, c'est assez formidable parce que elle t'envoie tout de suite. Je dirais, elle est d'une générosité effarante. Elle est, donc comme je disais tout à l'heure, elle est à 200%. Et donc on y va, on y va, on s'amuse, on est heureux de faire ça. Alors bien sûr, si on en parle un petit peu autour de soi, ouais, Chantal Goya, mais ils n'ont rien compris. Hein. C'est quoi Chantal Goya? C'est nanar, c'est pour les gamins, c'est ça? Oui. C'est pas assez. C'est pas assez. Snob. Voilà. Enfin, il faut faire ou bien des grands textes, ou bien tout ça. Et moi, j'adore d'abord dans cette diversité. Et puis, je trouve qu'il y a une vraie magie. Et puis, son énergie est absolument incroyable. Et puis, en fait, on est amoureux d'elle, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, on peut penser à Godard, avec... j'aurais bien aimé être Jean-Pierre Léaud à ce moment-là, masculin, féminin, parce que qu'est-ce qu'elle est à croquer, mais elle l'est toujours quelque part, avec les 8 ans de passé, elle est incroyable, quoi. Ouais. Ouais, puis après, il y a un public pour tout, il y a des sujets pour tout, on peut pas faire que que de l'intello, que de l'intellectuel. Oui, surtout pas. Enfin, Voilà. je veux dire, on peut faire que ça, que de l'intello, non, mais faire de l'intello, c'est intéressant. Mais pas que. Parce que on peut disons, se nourrir aussi de choses profondes. Mais je trouve qu'il y a une profondeur dans ces amusements-là et dans l'enfance, parce que tout vient de là, n'est-ce pas? Absolument. Toutes mes voix, c'est parce que je n'ai jamais cessé d'être un enfant. T'es connu pour être un transformiste vocal. Pourquoi une carrière de comédien et non pas une carrière d'imitateur en faisant de la scène, par exemple? Eh bien, c'est un genre, je dirais, qui ne me plaisait pas spécifiquement. Oui, moi j'ai la voix qui bouge, qui change, parce que j'aime plutôt inventer des sons ou des voix. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des poils d'imitation qui se baladent par-ci par-là, mais tout le monde fait ou du Chirac ou du Louis de Funès, etc. Et puis parmi les imitateurs, il y en a beaucoup qui font du Thierry Le Luron, qui font du Yves Lecoq. Alors d'entrée de jeu, quand on est adolescent, jeune ou enfant, et qu'on évolue, c'est vrai que ce qu'on entend dans les imitations, ça peut nous interpeller, mais c'est d'abord les sons, et puis le doux babil de l'enfance. On aime bien faire des voix. Tous les mômes adorent faire des voix. Donc on fait des voix. On fait des voix, des sons, etc. Puis ensuite, il y a le monde adulte qui vient et qui dit « Maintenant, ça commence à bien faire. Voilà, maintenant, on va être sage, etc. » Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non et je continue à dire non. Comment on garde pour mieux me dire oui. Enfin, voilà. Comment on garde cette fantaisie d'enfant? Mais c'est en soi. Enfin, je crois que c'est le monde adulte qui est là pour nous encadrer. Et on n'a pas forcément envie de ces encadrements. Être raisonnable. Moi, j'aime bien ce qui résonne. Mais effectivement, cette raisonnabilité qui est un carcan, et j'ai jamais tellement supporté. Et tout au long de mes études, dans différents établissements, mais j'ai vécu pareil. Enfin, il fallait que ça soit borderline, déconnant. Il fallait faire bouger. Si ça bouge pas, si on n'arrive pas à être différent, à amener des choses, oui, justement, inventées, réinventées, insolites, à ce moment-là, on devient trop quoi? C'est le quotidien, et qui dit trop quotidien, une sorte de grisaille, et on s'emmerde. Et moi, je voulais amener du jeu, et ce vivant-là, je voulais le transmettre. Voilà. Donc on reste lié à ça, formidablement, quoi. Du vivant et de la couleur, alors, pour faire face à la grisaille. Alors, il paraît que Ovomaltine, c'est de la dynamite.
Pourquoi cet accent suisse qui nous est tous resté gravé en mémoire? Alors, je ne sais pas. Alors, d'abord, on dit c'est de la dynamique. Oui. C'est-à-dire une sorte de... C'est l'invention géniale de l'agence business Thierry Ardisson et tout ça. Donc, c'est parce que dynamique. Alors, pourquoi cet accent suisse? D'abord parce que la barre ovomaltine, c'était quand on faisait du ski et qu'on prenait ça comme réconfort. Ok. Bon, voilà. Donc, c'était la montagne. Et lorsque j'ai passé le casting, j'y croyais pas une seconde. D'abord, je suis un peu chieur, mais je demande pourquoi, où, quand, comment, à quoi ça sert, etc. Ouais. Donc, j'arrive avec mon barda, en général. Et donc, on me disait, non, mais c'est un mec, c'est genre professeur de ski. Donc, j'ai amené un bonnet à moi, j'ai amené une écharpe à moi. Et ce qui fait qu'ensuite, quand le client il regarde les rushs de casting, et dit, tiens, il y a un mec qui est différent déjà. Voilà. Donc, j'aimais bien. J'amenais parfois aussi des postiches. J'amenais une mallette avec des moustaches, des trucs comme ça. Donc... bref, là, c'était pas le cas. J'ai amené mon bonnet et mon écharpe. Et puis, il savait que je pouvais faire bouger la voix, un peu l'accent. Je savais pas si c'était suisse ou savoyard. Ça, c'est un peu... Mais ça a eu un impact très fort. C'était les premiers formats 8 secondes. Donc, ça, c'est une des intelligences de l'agence business. Peut-être qu'il n'y en a qu'une seule ou plusieurs, je ne sais pas. Enfin, on n'est plus très copains pour des tas de raisons, mais parce qu'ils m'ont un peu trop réutilisé ton image sans mon consentement. D'accord. Voilà. Et le consentement de l'artiste-interprète, c'est important, vu ce qu'on vit, mesdames, messieurs. Eh oui. Donc voilà, en tout cas, l'ovomaltine, ça fait un tabac. Ce qui était marrant, c'est que après le succès de ce film qui remonte aux années, je sais pas, dans les 84, quelque chose comme ça, on m'a demandé de faire plein d'accents suisses, plein, mais à propos de n'importe quoi. C'était pour vendre des mouches. On disait, salut, c'est la mouche. Enfin, je dis, voilà, parce que ça avait un tel impact dans la télé. C'est comme aussi pour l'accent italien, vous me reconnaissez. On m'a demandé des accents italiens pour faire, voilà, comme ça, parce que il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Donc, l'impact de nos amis créa, les publicitaires. Moi, j'adorais ça. Enfin, je suis tombé dans la pub. Je suis devenu tout de suite un fils de pub. J'étais pas un comédien qui faisait des spots. Mais en tout cas, j'ai tourné pas mal de films à l'image. Et sur ce film-là, j'ai été demandé. Ensuite, je trouvais que c'était une création très, très impactante, comme il disait autour d'une table. Voilà, ça a marché très fort. J'ai adoré. L'accent suisse, c'est toi qui l'as amené? C'est ton idée à toi? Ou c'est une proposition? Ou on te l'a demandé? Je crois qu'on me l'a demandé. Ok. Je crois qu'on me l'a demandé. On savait que je faisais différents accents. Ils voulaient ça. Oui. De par les essais. J'ai eu. Il m'est arrivé d'amener pas mal d'inventivité dans les pubs que j'interprétais, que je tournais. Mais c'est là, je crois bien que c'est quand même l'agence business qui me l'a demandé. Ok. Voilà. Ce n'est pas forcément ma création. J'ai fait plein de créations. Mais celle-là, voilà. Ma création, c'était le jeu. Ouais. Ô combien. Et oui, c'est vrai qu'elle a bien marqué. Mais oui, tu vois, moi j'avais imprimé Dynamite parce que ça explose en fait. Et oui. C'était assez malin, ouais. Mais en fait, c'est dynamique, oui. Ok, bon bah voilà. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire. Ouais. Dédé, Vainé s'est gonflé. Tu nous racontes comment ça se passe, le processus créatif autour d'une pub comme ça? À quel moment tu interviens? Et quel est ton degré d'implication en ce qui concerne le type de voix du personnage? Tout de suite, ça se passe souvent dans les yeux. Enfin, quand il y a un personnage animé ou un personnage vrai, lorsque l'on fait du doublage, c'est son regard. C'est son regard, oui, bien sûr, c'est son corps. Donc là encore, faut-il avoir les images déjà? C'est-à-dire que tu as travaillé sur le produit fini. C'est vrai, mais s'il n'y a pas l'image, il y a l'imaginaire. Il y a l'imaginaire parce que on fait appel à nous aussi, c'est pas pour la voix. Bien sûr, c'est pour la voix, mais c'est pas pour la voix. C'est pour ce qu'on amène de notre intérieur. Nous sommes des comédiens, on a une formation de comédiens,
On a fait de la scène, on a respiré des textes, on a été confronté à des metteurs en scène, et tout ça nous a nourris. Ce qui fait quand on arrive pour jouer, on sait presque tout de suite ce que l'on va pouvoir proposer. Même on va pas dire c'est ça absolument, mais en tout cas, il y a des choses qui nous viennent. Tu arrives avec une petite boîte à outils. Oui, Et ma boîte à outils. Ouais. Ma boîte à outils est parfois assez nombreuse. Et sur DD, c'était immédiat, quoi. La gueule. Je suis rentré dedans tout de suite. J'ai fait une proposition, mais c'était DD, comme ça. Voilà. Et puis ensuite, on joue. Moi, j'étais fou de joie d'être sur cette pub. D'ailleurs, avec Evelyne Grandjean, qui fait une des oies, et Valérie Bonneton. Voilà. Donc, je me souviens plus si on l'a enregistré. Si, on était dans le même studio. Parce que les techniques font que maintenant on enregistre beaucoup seul, mais là c'est ensemble, et ça c'est vachement bien parce que ça donne vraiment du répondant. Et bon, Evelyne, je la connaissais déjà depuis quelque temps, et elle est pleine d'inventions. Et puis Bonneton aussi, elle avait pas la carrière qu'elle fait actuellement, mais j'ai repéré tout de suite une bombe, quoi. Donc on s'est bien amusé, et je trouvais que le film était formidablement drôle. À un moment, il y a une mouche qui passe, il y a la bande son, il y a et c'est bon. Donc interpréter ça, c'était oui tout de suite. Enfin, on l'intègre, on le vit. De toute façon, moi, quand je suis au micro, je suis sur scène. Donc je joue pour le dernier rang, voilà, et j'offre et je donne parce que c'est la base, c'est la moindre des choses. On t'avait demandé toi explicitement sur ce DD, ou est-ce que il y a eu des essais, j'imagine qu'il y a toujours une batterie d'essais pour les pubs. Je crois me souviendre que l'agence avait demandé à différentes personnes du monde de la pub, et je crois que c'est Didier Brun de la boîte de production Tralala qui a dit il faut Elias là-dessus. Voilà. Okay. Donc je crois que c'est ça. Et étant donné que j'avais déjà un petit parcours, je pense pas qu'ils aient énormément cherché. Je crois que j'ai été appelé pour venir et pour faire Dédé. Voilà. Il y a eu d'autres films, bien sûr, où il y a eu des castings. Si je donne l'exemple de Fernandel dans l'huile d'olive Puget, j'ai passé un casting, j'y croyais pas une seconde, et parce que je me sens pas imitateur, mais j'ai fait des essais comme beaucoup de comédiens et beaucoup d'imitateurs. Quand tu j'ai été choisi. Passer un essai sur, mettons, Fernandel, oui. Tu sais que tu vas pour ça ? Tu peux t'y préparer, ou c'est sur le moment que tu dois aller chercher dans ta mémoire et... Déjà, j'y crois pas. Donc, Fernandel, on se dit on va faire du méridional, on va aller vers Rému. Donc, y aller sans y croire, ça m'est arrivé un certain nombre de fois en me disant mais pourquoi ils viennent vers moi ? Donc on s'y essaye. Et puis il y a parfois des choses qui viennent comme ça. C'est comme pour l'accent italien, il y a des choses qui me sont venues. Mais pour Fernandel, j'ai pas voulu faire de sorte de Rému, etc. J'ai senti qu'il fallait être assez vrai, assez sincère. Malgré tout, c'était méridional. Mais il y avait aussi le Fernandel qui parlait pointu de temps en temps. Donc je me suis amusé comme ça dans le dedans de ma tête. Et puis je suis arrivé, puis j'ai proposé. Mais ça, c'était quasiment du jour au lendemain, quoi. Voilà. Et pour l'accent italien, c'était aussi... je parlais pas vraiment, mais c'était une façon de vivre les choses. Et c'était donc pourquoi ? Oui, c'était pour American Express. Donc c'était pas pour Benetton. Okay. C'était pas pour Benetton. Ils ont pris Luciano Benetton pour tourner dans le film, et réalisé par Édouard Molinaro. Et le truc, c'était un gars qui arrivait, qui était inconnu du grand public, et qui disait « Vous me reconnaissez ?
Voilà, vous me reconnaissez. Et en fait, non. Mais il y avait le nom qui s'inscrivait ensuite sur la carte American Express. Donc, il y avait le nom d'une célébrité mondiale. Mais ça pouvait être un tel. J'ai plus les noms en tête. Ils ont fait des films avec plusieurs sommités du monde de la mode, etc., etc. Et puis, ils ont appelé Benetton. Benetton, l'idée était très belle avec tous les moutons multicolores. Et lui, il arrivait, mais il parle parfaitement français, donc il était facile à doubler, je dirais. Sauf qu'il a une voix qui est un peu pêchée, un peu vénétiano. Mais c'est pas pareil pour parler, et il voulait quelque chose qui soit un peu plus innamorato. Ok. Voilà. Donc c'était sympa à faire, et puis dirigé par un chouette réalisateur, Molinaro. Voilà. Donc ça m'est venu. Mais pourquoi Les pubs sont dirigées par le réalisateur de la pub? Pas toujours. Mais à propos, j'ai une anecdote de pub. J'en ai quelques-unes. Avec plaisir. J'en ai deux qui me plaisent bien. Je me retrouve en studio pour un film Renault. Voilà. On me choisit pour faire simplement une finale, une signature. Ouais. Renault, les voitures à vivre. Voilà, c'est formidable. Pourquoi on me choisit moi pour faire une signature ? Parce que je suis dans l'air du temps, parce que voilà, j'étais à la mode pour faire beaucoup de choses très différentes, même des signatures, disons, simples. Sauf que le film est réalisé par Roman Polanski. Okay. Il s'agit d'un film pour une voiture Renault décapotable qui descend une route en lacet d'un sommet de montagne décapotable. Dans cette décapotable, il y a un chef d'orchestre qui dirige la musique pendant que la voiture tourne. C'est genre la symphonie du Nouveau Monde, etc. Et à la fin, Renault, les voitures à vivre. Alors, on est en studio, il y a Roman Polanski qui est là, il y a tout le staff Renault qui est là, bien sûr. Donc, il y a du monde pour voir Roman Polanski. Et il commence à parler de l'image, mais Monsieur Polanski, vous pensez... Et Roman, il dit, oui, mais on verra ça en studio plus tard. Pas en studio, on verra ça au laboratoire, tout ça, mais pour l'instant... Bon, il parle pendant plus d'une demi-heure, et finalement, quand même, il faut enregistrer. Donc, silence plateau. Et moi, j'avais eu le temps de répéter, parce qu'ils ont passé le film Renault, les voitures à vivre. On arrive à 27,5, et puis le film fait 30 secondes. Donc, Renault, les voitures à vivre. Donc, c'est à moi, et je dis ça. Silence plateau. Roman s'approche de moi, me tape sur l'épaule, et il me dit... Ça va, pas trop fatigué? Voilà. Et ça, c'est tellement bien. C'est formidable. Donc, tu as fait une prise? Oui, j'ai fait une prise. J'ai fait une prise. Ce qui est quand même rarissime dans le monde de la publicité. En général, c'est plutôt l'inverse. Oui, disons que, bien sûr, il y a les créatifs qui sont là, qui veulent en entendre. Ensuite, on en fait d'autres, mais c'est celle-là, c'est cette prise-là. Comme il y a aussi une pub avec un patron d'agence, mais qui est aussi directeur de création. C'était pour Grand Lait, où je faisais un commentateur sportif. Le gars est en train de se verser le lait. Oui, attention. Et puis, bon, c'était très bien écrit, extrêmement bien calibré dans le timing de la pub. J'ai fait une prise. Et ensuite, bon, pour le plaisir et pour l'ingé son, ouais. On en a fait 2-3, mais il y a eu d'autres séances, parce que cette histoire-là, je l'aime beaucoup aussi. J'ai fait longtemps les voix des Kinder Surprise, des petits personnages. Et puis, j'ai fait aussi des signatures. Les signatures, donc le film, c'était, au moment de Pâques, il fallait commencer le film en disant « Quelle joie d'avoir un œuf pour Pâques !» Voilà. Et puis ensuite, le texte continuait. Sauf que cette partie-là, « Quelle joie d'avoir un œuf pour Pâques !» il fallait le dire dans les premières images, toutes premières images, parce qu'ensuite, dans le film, il changeait de plan. Il y avait un mouvement de caméra. Donc, quelle joie d'avoir un œuf pour Pâques, il fallait 1 seconde et demie pour le dire. Voilà, ok. Et pas 2 secondes. Parce que 2 secondes, on était déjà ailleurs. Donc, il fallait
de l'appétence, de la joie, de l'amour, de la fête, de la famille. Quelle joie d'avoir un œuf four Pâques. C'est trop long, Michel. Ouais. Quelle joie d'avoir 50 prises. Je déconne pas, 50 prises. Il y avait le staff italien de Ferrero et le staff allemand aussi, etc. Et tout le monde donnait son avis. Et ça, c'est génial quand il n'y a pas un directeur de séance, mais il y en a 200. Donc, et on refait des prises. On fatigue un peu, hein. Et donc c'est vrai. Et puis soudain, à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Michel, c'est Pâques, c'est pas Noël. » Je dis « Ah oui, d'accord. » Et je vous la fais. Et donc j'ai fait « Quelle joie d'avoir un œuf pour Pâques. » On dit « Ben voilà, c'est là, on l'a. » Voilà. Okay. C'est formidable la vie. Hein. Bah, oui, bon. Pourquoi? Mais il faut dire que c'était aussi une grande époque. On se marrait bien. C'était extrêmement bien payé. Donc c'est vrai, même si on fatiguait un peu nerveusement lorsqu'il y avait des tas d'avis différents, trop différents, interférents, voilà, on était à l'écoute, on était aussi là, on faisait appel aussi à une certaine créativité que j'ai toujours d'ailleurs. Et aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai une sorte de starification pendant plus de 20 ans dans ce tête de série numéro 1, pendant tant et tant de temps dans ce métier. Mais c'était la grande époque, puisqu'avant, c'était de la réclame et c'est devenu de la pub. À quelle époque particulièrement tu parles? C'est quelle année? Ben, je parle des années, à partir des années... 80 ouais, mais c'est même avant, un petit peu avant 80, à partir de on va dire, 78 même. 78. C'est là que tu as senti le courant changer entre réclame et publicité? Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de budget, il y a eu plus de professionnalisation? Il y a eu plus de budget et beaucoup plus d'inventivité. On pouvait tout se permettre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 78? Ben, y a eu des rencontres avec des Châtilliez, avec des gens comme ça. Et puis, il y avait des patrons d'agences qui étaient aussi eux-mêmes des gens de création. Philippe Michel, enfin... je vais pas citer tous les noms là maintenant ce soir, mais en fait il y a eu des grands bonshommes qui ont fait que la pub était une effervescence continuelle. Et pourquoi c'était extraordinaire. Ils étaient où avant ces grands hommes? Bon, on se le demande. Tiens, ils sont sortis d'un... Comment ça se fait qu'en 78 ils sortent de terre en disant on est là et puis oui, on va faire changer les choses, mais c'est aussi parce que dans des agences comme Publicis, il y avait des vieux de la vieille, oui, mais qui engageaient une certaine jeunesse. Et il savait que là, il fallait que cette créativité, il sentait en tout cas, puisque c'était des inventeurs aussi, ils avaient inventé des slogans, puisqu'on disait, puisque effectivement il y a même eu un film qui s'appelait Slogan. Ouais. Je ne sais pas s'il n'y avait pas Jane Birkin là-dedans, etc. Mais en tout cas, cette créativité, elle avait besoin de naître et d'exploser, c'est certain. Et moi, je suis arrivé là. Au bon moment. Au bon moment, mais vraiment. Ouais. J'aimerais qu'on prenne un instant pour rendre hommage à l'un des 3 super-héros de mon enfance, Jim Henson. Ça te parle, Jim Henson? Alors, j'ai la chance d'avoir à la maison une cassette enregistrée par Jim Henson qui me donne des leçons de voix pour Kermit. Oh là 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 là. You have to twist. You have to twist your voice, and then you can fetch it, and then and you speak higher, you know, and Kermit is coming. Voilà, donc j'ai toujours cette cassette audio. Oh là 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 là. Alors effectivement, c'est à la fois une histoire extraordinaire et puis une histoire qui m'a été extrêmement préjudiciable. Ah bon? Puisque en fait, l'équipe des Muppets à la télé, des gens géniaux, avec en tête, je dirais, Roger Carrel. Donc ils font tous, que ce soit avec Roger, Micheline Dax,
Gérard Hernandez, Roger Lumon, qui d'autre? Il y avait Pierre Tornade aussi, etc. Ils faisaient cette émission-là, et ils ont amené dans la version française ce que l'intelligence artificielle ne peut absolument pas amener, justement leur créativité. Ils ont réinventé la bande-son en l'amenant vers eux et en faisant quelque chose d'absolument formidable. Ça a duré plusieurs années. Et puis arrive le long-métrage. Mmh. Et au moment du long-métrage, de façon tout à fait légitime, ils demandent des prix différents de ce qu'ils avaient en télé. Je vois. Et à ce moment-là, il y a un non qui tombe du ciel. Non, ils veulent chercher d'autres interprètes. Et moi qui naviguais surtout dans la pub, mais j'avais pas les clés de ce métier. Ah. Où normalement, eh bien, même si par exemple, toi tu vas jouer Hamlet un jour, et ensuite on me demande, moi sur scène, de jouer Hamlet, eh bien c'est un rôle qui vient vers moi. Voilà, j'ai pas à te demander la permission. Tandis que dans le milieu du doublage, il faut être adoubé par cette grande famille, et en disant, mais voilà, je suis sollicité pour... J'avais aucune idée de la chose. Donc, je viens passer le casting. Ouais, je vois. Et passant le casting, eh bien, étant donné que je suis assez multi-voix, je fais Kermit, je fais Animal, Ouais. je fais... Je sais pas si je fais un des deux vieux, enfin, voilà, j'ai fait au moins 4 personnages. Et puis, Sans savoir voilà. le contexte, enfin sans connaître le contexte. Sans connaître le contexte. Donc, la grande équipe, d'une façon générale, m'a laissé vivre cette aventure. Il y en a qui n'étaient pas très très heureux, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal en retour, c'est quand même Gérard Hernandez, qui n'a pas tellement supporté voilà, que quelqu'un d'autre vienne. Voilà. Bon, c'est son caractère. Je ne lui en veux plus, mais il m'a fait beaucoup de mal. Ok, Voilà. ouais. Il y a ce qu'on appelle une déontologie dans le métier, effectivement, mais il faut le connaître, il faut le savoir. Ben oui, il faut le savoir. Disons que, bon, on sait maintenant que je fais la voix de Pumba avec Jean-Philippe Humartin. Eh bien, à un certain moment, Jean-Philippe, il travaillait beaucoup hors de France. Et suite au film, on a fait des petites séries, Les Aventures de Timon et Pumba. Ouais. Et pour Les Aventures de Timon et Pumba, eh bien, on attendait qu'on nous livre les épisodes qui venaient des États-Unis. Et puis, parfois, les dates changeaient. Et puis, les dates changeaient à nouveau. Et puis, les dates changeaient. Donc, Jean-Philippe, il devait prendre un billet d'avion, puis un autre billet d'avion. Puis, à un moment, on l'a remplacé. Alors, on l'a remplacé par Marc Lesser. Ok. Eh bien, Marc, qui est un formidable comédien, qui est tombé dedans quand il était petit, on peut dire, et qui connaît vraiment cette grande famille. Malgré tout, quand il arrivait en studio, eh bien, il rasait les murs parce que il y en avait d'autres qui disaient ouais, c'est lui qui a piqué. On n'a rien piqué. Ouais, je vois. Sans savoir que, ça se trouve, il l'a appelé, il s'était appelé, il s'était... Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ce qui se passe sur les réseaux actuellement. On dit un mot, et tout de suite, c'est amplifié. C'est amplifié ou réinterprété, ou réinterprété. Voilà. Donc, parfois, c'est un peu difficile, mais c'est la réalité. Ok, je vois. J'en suis navré. En tout cas, je vais revenir à Jim Henson, parce que quel génie. Je vais faire un petit point pour ceux qui savent pas. Jim Henson, c'est le marionnettiste qui a créé Sesame Street, Fraggle Rock et le Muppet Show, donc t'en parlais. Ouais. Et accessoirement, le réalisateur des films Dark Crystal et Labyrinthe avec David Bowie et Jennifer Connelly. Les marionnettes, c'était un temps que beaucoup n'ont pas connu aujourd'hui, mais c'était un monde merveilleux, et je pèse mes mots. Aujourd'hui, avec ce dégueulis d'images de synthèse toutes plus fausses et insipides les unes que les autres, je me rends compte à quel point le concret, l'imperfection de ces petits bonhommes me manque. Ils bougeaient certes avec maladresse, mais une maladresse humaine et touchante, un peu comme celle des enfants en bas âge. Non, mais c'est vrai, c'est un travail marionnettiste, c'est absolument remarquable.
Moi, j'ai fait, dans ma formation de comédien, j'ai fait du travail de masque. Ah oui. Et donc, c'est quelque chose qui m'a infiniment servi, puisque lorsque j'interprète, moi, je suis dans une gestuelle du travail de masque dell'arte. La commedia dell'arte, c'est quelque chose qui m'a nourri absolument formidablement. J'ai eu des partenaires absolument géniaux. Donc, quand je me mets en attitude de jouer, je prends des masques, effectivement, et j'interprète et j'intègre, et c'est ça, quoi. Ouais, c'est chouette comme image. Bon, Jim, si tu nous entends, t'es le king. Oui. En 79, t'en parlais, donc sort au cinéma Les Muppets, le film où tu fais notamment Kermit et Animal, oui, c'est ça, le Ouais. batteur fou. Kermit est avec Yoda la marionnette la plus célèbre de la galaxie. Kermit a même droit à son étoile sur Hollywood Boulevard. Waouh. Quand tu fais Kermit, le perso a déjà 25 ans, donc tout le monde le connaît. Ouais. C'est comment de rentrer dans les souliers d'un perso historique comme ça? On se sent élu. On est choisi, quoi. Donc, c'est à la fois, on est émerveillé, mais on y va, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'au début, on n'ose pas trop, puisque on demande à celui qui est en face, puisque la direction artistique, elle est primordiale. Nous, on n'est pas là pour enregistrer derrière un micro, tout seul. Je veux dire, le home studio, no way. On est fait pour être dirigé. On peut apporter, mais il faut quand même qu'il y ait le jeu avec celui qui est en face. Et ça, c'est vachement important. On est là pour rebondir et apporter. Donc, oui, on a peut-être un petit peu le trac, mais on se lance, et puis on apprend à nager, et puis le personnage nous envahit. On est dedans. C'est formidable. On a refait quelques épisodes, là, il y a pas longtemps, pour Disney Channel. Ils reprenaient d'anciens, c'est-à-dire que c'est assez drôle de penser que pour le public actuel, ils faisaient venir des comédiens qui de l'époque, d'il y a une trentaine d'années. Donc, il y a un invité, Ouais. qui parle avec les marionnettes. Ouais. Et donc, je ne sais pas si ça dit grand-chose au public actuel de voir entrer... comment s'appelait-il déjà, Georges Chakiris, par exemple, qui était dans West Side Story. Oh là là. Grand danseur et interprète et chanteur, etc. Donc maintenant, si on fait venir Georges Chakiris sur les Muppets, donc les Muppets restent toujours extrêmement vivants et animés, puisque c'était l'animation de l'époque, etc. Mais on va prendre quelqu'un pour faire la voix de Georges Chakiris, oui, certes, mais c'était important de reconnaître quelqu'un artistiquement. Donc, je sais pas à quoi ça correspond maintenant. Enfin, ça c'était le souhait de Disney de continuer à faire vivre les Muppets. Mais les Muppets, en tout cas, c'est génial. Et là où les voix disons, les rôles ne nous appartiennent pas. C'est ce que je disais un petit peu précédemment. J'ai été choisi sur ce long métrage. J'en ai fait, je crois, un autre. Et puis ensuite, j'ai été remplacé, si l'on peut dire, par Edgar Givry. Ah oui. Il y a aussi Jean-Claude Donda qui a fait du Kermit. Donc, je veux dire, tout va bien. Si on est respectueux les uns des autres, et voilà. Oui, si c'est un autre qui le fait, je peux dire, j'aurais bien aimé continuer à le faire. Oui, certes, d'accord. Mais on fait aussi d'autres choses. Enfin, voilà. Les rôles ne nous appartiennent pas. C'est tout. Est-ce que c'est plus simple de faire un perso déjà connu, vu que tu n'as plus qu'à rentrer dans des souliers ou une musique un peu, tu vois, connue, ou au contraire, tu préfères créer et apporter ta patte sur un nouveau personnage? Waouh. Apporter sa patte, c'est pas forcément évident sur les grands films comme Le Roi Lion. Je veux dire, on rentre dans Pumba. Après moult essais, d'ailleurs, certainement, un certain nombre de comédiens s'y sont essayés. Je suis choisi grâce à Fred Taïeb, voilà. Et ensuite dirigé par... D'accord, là j'ai un trou, pardon, donc il ne faut pas m'en vouloir. Ça va revenir tout de suite. Je vais essayer de t'aider, faire une recherche en même temps. Donc choisi par Fred Taïeb, et ensuite direction artistique Perrette Pradier. Okay. Donc c'est pas rien.
grande comédienne, voilà, qui a tourné beaucoup au cinéma, et qui a été une théâtreuse formidable aussi, reine de la comédie, et direction artistique extrêmement pointue, à la fois chaleureuse et très parfois un peu sévère, mais elle a raison. Quand il faut. Bref, donc là, on est sur une direction très, très encadrée, grand film de Disney, film formidable, choisi là-dessus, donc en plus, il faut y aller, enfin le personnage, il faut rentrer dedans, et puis ça se fait avec le cœur et générosité. Mais, donc on n'a pas le droit à quoi que ce soit on n'a pas le droit à faire de l'impro. Sauf que j'ai une impro dans Le Roi Lion. Impro dans Le Roi Lion. Ouais, j'ai une impro dans Le Roi Lion. Au début, lorsqu'ils découvrent, Timon et Pumba découvrent dans le désert ce petit lion là, il y a, je crois, Timon qui dit il a le cafard. Et moi je dis oui, il n'y a pas de cafard dans le désert. Et il y a une autre réplique de Timon, il dit ouais, mais c'est... Et j'ai vu à ce moment-là que Pumba avait un mouvement de bouche, et j'ai glissé oui, mais même. Comme ça. Ils l'ont gardé. Et lors de la première au Grand Rex, la salle pleine, salle comble, sur ce oui, mais même, la salle pliait de rire. Alors ça, c'est une sorte d'immense plaisir. Je veux dire, c'est parce que normalement, on n'a pas le droit. C'est quand même sacré. Je veux dire, on n'a pas le droit de refaire sur ça. C'est très pas cadré. comme dans des séries animées, on peut amener vraiment une inventivité, de l'impro, etc. Là, non, on touche pas, quoi. Chouette. Et ça, c'était formidable. D'autant plus que le personnage est d'une richesse immense. Voilà. Puis t'as rien trahi, ça s'y prêtait. Oui, et puis, oui, comme tu dis, tu as même vu un mouvement, donc allons-y, quoi. Oui, bien sûr. Bah, génial. Mais sinon, ensuite, au mix... ils auraient pu l'enlever. Ils auraient pu l'enlever. Ouais. Et là, ils l'ont gardé. Non, très bien. Ouais, c'est chouette. Mais il paraît que c'est notre version française et une des meilleures in the world. J'en doute pas une seconde. Ouais. Avant, c'était 93 ou 14, il y a eu 92. Dans mon Disney préféré, je vous laisse deviner lequel est-ce, tu fais La Caverne aux Merveilles, avec une voix qui ferait passer Michel Vignier pour un ado prépubère. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a déjà effrayé, dans le sens, oh là, c'est au-delà de mes compétences? On te demande un truc et tu fais, oh, alors là, comment je vais aller chercher ça? Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a parce que parfois on est demandé en se disant mais j'y crois pas. Là, ça me vient pas à l'esprit. Là, j'ai un truc actuel là qui vient de se faire. Voilà, enfin, je vais retrouver un exemple assez intéressant. C'est dans l'As des As. Dans l'As des As. Dans l'As des As, Gérard Houry me demande plusieurs choses. Il y avait une maman ours et des petits ours et des oursons qui s'approchent de la voiture de Belmondo. Donc il fallait des grognements, etc. Mais surtout, il y a la sœur d'Hitler. Oui. Il y a le comédien qui joue Hitler, mais il y a sa sœur. Donc c'est le même comédien qui joue les deux rôles. Donc cette sœur faisait un petit peu travelot, mais il fallait la doubler, donc avec une voix perchée, falsetto, mais avec un accent allemand. Okay. Donc j'y vais, je m'amuse à le faire, et la Houry est un très bon public pour moi, on le fait, et là j'ai pas peur, et j'y vais. Quelque temps plus tard, version anglaise parce qu'il fallait une version internationale, et on me demande aussi, et non pas un comédien de langue anglaise, mais on me demande de refaire ce personnage-là, donc voix de fausset, accent allemand, mais en anglais. En anglais, ok.
Donc, faire l'accent allemand sur la bande rythmo, qui a donc, comme son nom l'indique, c'est un certain rythme, on peut cavaler, très bien. Mais quand c'est pas mal, je suis pas natif sur la langue anglaise, je me démerde, très bien. Mais là, il fallait parler beaucoup plus. Il fallait parler sur le mieux rythme que très bien de la bande rythmo. Donc en anglais, accent allemand. Là, c'était beaucoup plus difficile. Je savais pas si j'y arriverais. Et grâce à la bienveillance, qui n'est pas un mot ressassé comme cela, de Mike Marshall. Donc Mike Marshall, fils de Michel Morgan, mais pas de Gérard Houry, acteur remarquable qui a aussi joué dans La Grande Vadrouille, grand, beau, magnifique, frère de Tony Marshall. D'accord, voilà, de Tony, qui a été aussi une comédienne avec laquelle j'ai fait beaucoup de pubs. Je vois. Voilà. Et bref, là, je savais pas du tout si j'allais pouvoir réussir. Et grâce à la bienveillance de Mike Marshall, j'ai réussi ce doublage-là. Donc, des choses parfois... Comment il t'a donné les notes? Il t'a donné le rythme? Ben, c'était surtout une question de rythme pour être à la fois dans le jeu, je l'avais déjà incarné, le personnage. Mais quand c'est d'une haute difficulté comme ça, c'est pas fastoche. Et puis, j'ai eu parfois des difficultés dans mon jeu d'acteur. Si l'on parle de Fernandel, bon, le concept, il est chouette. On va prendre Fernandel pour parler d'huile d'olive. D'accord. Alors, les publicitaires ont cette idée-là et ils disent on va acheter du film dans lequel Fernandel a joué et puis on va le redoubler avec un autre texte où il va parler de l'huile d'olive le sieur. Voilà. Donc, il faut changer le texte et essayer d'être en place synchrone. Donc, au départ, on est une troupe de comédiens. Ce sont des films dans lesquels Fernandel jouait, entouré d'un pêcheur, un truc, un machin. Donc, on est 4-5 comédiens à doubler ces scénettes-là qu'ils ont montées en 30 secondes. Et donc, et tu as vu mon huile? Et non, il n'y en a pas, etc., etc. Et puis, ils font évoluer, ils achètent d'autres morceaux de films. Ils n'ont pas pu acheter, par exemple, La cuisine au beurre, où Fernandel joue avec Bourvil, parce que les ayants droit de Bourvil ne veulent pas céder les droits. Ils ont bloqué, Donc, ils cherchent d'autres films. Et ils tombent sur un film moins connu, qui s'appelle Le voyage à Biarritz, dans lequel joue... Monsieur, il joue... Galabru. Et oui, Galabru. Il joue un film, Et Galabru, il joue dedans, mais il a 30 ans. Et ils appellent Galabru pour se doubler, là, à 80 ans, pour jouer, pour se redoubler. Et je me trouve en studio, à côté de Michel Galabru, qui a joué avec Fernandel, et je dois imiter Fernandel à côté de Galabru. Je dois dire que ça remet à sa place. Là, c'est pas fastoche. Et lui, extrêmement bienveillant, mais vraiment, encore une fois, c'est pas un mot suranné. C'est accueillant, gentil comme tout, voilà, partageur. Parce que il y a parfois, j'en ai connu, qui partageaient pas l'espace. Mais là, en l'occurrence, c'est formidable. Et il y a tout le staff de Le Sieur qui est là. L'huile d'olive Puget, oui, je t'avais dit Le Sieur, parce que Puget, ça fait partie du groupe Le Sieur. Et tout le groupe Le Sieur est là pour dire Monsieur Galabru, il joue le truc, bravo, vous êtes formidable. Et lui, Galabru, se tourne vers moi en disant et il est bien le petit aussi. Mais il y en a très peu qui font ça. En tout cas, je flippais beaucoup. Mais bravo en tout cas. En 93 sort un curieux film du nom de L'étrange Noël de Monsieur Jack, en anglais Nightmare Before Christmas. Ah oui. L'histoire est tirée d'un poème et des dessins de Tim Burton qui devait réaliser le film mais a été retenu sur Batman le défi. Donc c'est Henry Selick qui le remplaça. C'est de la comédie musicale ou un conte musical et tu fais plusieurs persos dedans. Profitons-en pour parler de chant. Tu es aussi chanteur. Est-ce que c'est quelque chose que tu places au même niveau que jouer la comédie, le chant? Non, je peux pas décemment le placer au même niveau. Moi, je suis quelqu'un qui travaille à la feuille. Enfin,
Il peut avoir quelques origines. Donc t'es pas dur de la feuille, c'est ça que tu veux dire? Tzigane, un peu. Comment Tu n'es pas dur de la feuille, c'est ça que tu veux Non, dire? je suis pas dur de la feuille. Non, non, loin s'en faut. Remarque maintenant. Non, non, non. Voilà. Donc, chanter, oui. J'ai fait de la comédie musicale, oui. Au départ, mon premier spectacle sur scène, avec Jean-Michel Ribes, avec une troupe, on chantait un petit peu, voilà, avec Andrea Ferréol, Philippe Corsan et tout ça. On chantait, on chantonnait, c'était marrant. Mais la comédie musicale Godspell, avec Dave, qui est un putain de chanteur exceptionnel, Daniel Auteuil, qui chantait, bon, il s'accrochait un petit peu aux branches, mais moi aussi. D'ailleurs, on était dirigé par les Américains, parce que c'est la comédie musicale. Cette comédie musicale, elle venait au Théâtre de la Porte Saint-Martin, juste à la fin de Hair. Voilà. Ok. Pourquoi ? Parce que Hair avait joué 3 ans, et donc il s'agit de Annie Farg, la productrice, qui voulait à tout prix trouver quelque chose d'autre pour avoir une continuité, et le courant Jésus arrive. Donc, courant Jésus, donc Jésus-Christ Superstar et Godspell. Et la maline Annie Farg, elle achète les droits des 2 spectacles. Comme ça, il n'y aura pas de concurrence. Et elle monte le spectacle là où elle croit le plus. Enfin voilà, je vais arriver à m'exprimer quand même. On a compris, t'inquiète pas. Celui en lequel elle croit le plus, ouais. C'est-à-dire Jésus-Christ Superstar avec Daniel Beretta notamment, qui joue Jésus, qui était exceptionnel. Elle le monte au Trocadéro. Et c'est fabuleux, c'est vertigineux. Et elle monte Godspell au Théâtre de la Porte Saint-Martin, qui n'est pas un petit théâtre, mais pour elle, c'est moindre investissement. Et il se trouve que c'est Godspell qui marche beaucoup plus. Donc, chaque soir, elle allait voir Superstar, elle prenait un taxi, elle venait nous voir, et elle nous faisait la gueule. Voilà, c'était comme ça. Mais donc nous, on a joué 500 représentations quand même au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Wow. Donc avec Daniel Auteuil, avec Armand Altaï, avec Anne Jousset, Kazuko, Grégory Ken aussi. Voilà, c'était une troupe absolument formidable. Et beaucoup de répétitions de chants. Et quand on était dirigé dans les parties chantées, et non des moindres, Michel, you sing flat. Ah, wow. Ouais, je chantais faux, etc. Mais on a bossé. Donc, moi, j'y allais, je ne sais pas déchiffrer, mais j'y vais avec l'oreille. Et puis, parfois, je suis un peu à côté de la plaque. Et quand on travaille sur Pumba, en étant dirigé par Georges Costa, Georges, c'est une oreille d'acier quand même. Michel, on va reprendre, on va refaire, etc. Ah ouais. Ça se fait pas d'une seule prise. Hein, ok, même. Bah écoute. Ouais. Donc effectivement, si on parle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est aussi absolument formidable parce que l'univers de Tim Burton, c'est génial. Et en faire partie, être choisi. Enfin, il y a toujours quelque chose en moi qui fait que si je suis élu, me sentir élu et choisi, c'est quelque chose émotionnellement, c'est très très fort en moi. Hein. Non, mais surtout faire partie d'un film de Burton, c'est t'es Panthéon, quoi. Il fait partie des Jim Henson, il fait partie, tu vois, de ceux-là. Un créateur. Mais je suis entouré aussi de gens absolument formidables et très partageurs, parfois plus partageurs que des comédiens, qui sont plus dans la chanson, dans le chant, comme Jacques Mercier, comme Olivier Constantin. Et là, c'est du partage et de la confiance, et on peut prendre des appuis sur eux, sur leur regard. On reprend confiance en étant entouré de gens comme ça, qui sont pas simplement en disant bon, t'as fini quand là? Ce qui a dû t'arriver aussi, j'imagine, mais bon. Ouais. Ok, pas là. C'est une bonne chose à savoir. Bon, donc en parlant de chant, il y en a un que tu as chanté et qui est mondialement connu. Il s'agit bien évidemment de Hakuna Matata. En 94, tu fais donc Pumba dans le chef-d'œuvre des studios. Je sais, un petit, je sais pas. Allez. Je vais chercher. Il faut que je cherche un peu. Ah oui. Tiens, cherche dans ta valise si t'as pas quelque chose.
Il faut que j'ai à tout prix. Voilà. Faut que tu... Ah là, monte-le un petit peu, monte-le à côté de ton visage. Voilà. Hakuna Matata. Ça veut dire pas de souci. Voilà. Voilà. En plus, on a la traduction, c'est parfait. Alors, voilà, le Roi Lion, le chef-d'œuvre de Disney, aux côtés de Jean-Philippe Puy-Martin, qui nous a dit qu'il s'était éclaté comme un gosse sur Timon. Et Absolument. toi, qu'est-ce que tu te rappelles de l'expérience? C'est une expérience géniale parce qu'encore une fois, être choisi de cette façon, au départ, on n'y croit pas parce qu'on sait qu'on est nombreux dans le casting. Et puis finalement, on y est, quoi. Et là, l'échange avec Jean-Philippe est formidable parce que Jean-Philippe, c'est quand même, il a quelques barrettes là aussi, comédie française, c'est pas rien. C'est quand il joue un rôle, c'est pas nos rôles, c'est pas de la voix. Encore une fois, je me répète, c'est pas de la voix. Si cette voix n'est pas nourrie par quelque chose de l'intérieur, par notre expérience, par notre imaginaire et tout cela, il y a rien. Il y a des sons qui sortent, mais c'est pas habité, c'est pas vécu, c'est pas incarné. Donc ces émotions-là, échanger avec un partenaire de cette Trempe. de cette trempe, oui, cette trempe, oui, vraiment formidable partage. Ensuite, il est arrivé à Jean-Philippe de me diriger. Il y avait parfois des jours où on ne pouvait pas être ensemble, à la fois pour des raisons techniques ou des raisons d'emploi du temps, mais en même temps, on se téléphonait, on se disait, tu vas le prendre comment, comme ci, marrant. comme ça. Ça, c'était vachement bien. En tout cas, oui, ces personnages, là, je suis très fétichiste, forcément. Ouais, forcément. Et ça donne... je veux dire, donner du bonheur aux gens, comme ça, au public. Là, maintenant, ça fait 30 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, 31, ouais. Donc, il est toujours là, effectivement. Voilà, c'est... Comment Pumba se décrirait-il, d'ailleurs? Déjà, en faisant quelques proutes et quelques rototos. C'est la meilleure façon de s'exprimer. Absolument. Quand même, c'est vrai que c'est simple, un langage qu'on comprend tous. C'est simple, mais en tout cas, c'est lié profondément à l'enfance. C'est vrai, ces bruits incongrus qui nous viennent ou qui peuvent gêner. Enfin, c'est comme disait aussi Villeray dans le film de Gérard Krawczyk, c'est la nature. C'est ça, c'est formidable parce que tout est là. On vient de là aussi. Ensuite, il y a le jeu, bien sûr, il y a l'acting, mais profondément, les rototos et les proutes, c'est important. C'est un classique, on y revient toujours, évidemment. Ouais. Quand tu bossais dessus, est-ce que tu te disais, tu avais la conscience que c'était quand même un chef-d'œuvre, quoi? Que ça allait rester, que ça allait marquer, que 30 ans plus tard, on t'en parlerait encore? Non, certainement pas. On ne se rend pas compte à quel point. Enfin, on sait qu'il y a des choses qui sont très très fortes, mais on ne travaille pas sur la longueur du film. On travaille sur nos scènes. Ouais. Mais il est vrai que lorsque l'on entend Jean Piat, qui est immense comédien, dans son rôle à la fois parler et chanter, enfin ça, quand même, c'est d'une force absolue. Et ça fait vibrer en nous et la peur quand on voit les mômes dans les salles, comment ils vivent ces angoisses-là, la mort du père et tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a des paramètres psy qui sont vraiment extrêmement importants. Ce film est d'une écriture formidable. Les musiques sont absolument géniales. Tellement bien chanté. Je parle vraiment pas de moi, hein. Mais non, mais tout l'ensemble. Est-ce que tu as vu la comédie musicale? Moi, je l'ai vu à Mogador il y a oui, je l'ai vu à Mogador. 2 ans, je crois. Oui, c'est remarquable. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Le travail qu'ils font là, dans ces animations, dans ces gestuels, le travail sur les marionnettes et le chant, oui,
vraiment. Et Intemporel. j'ai un ami que j'ai rencontré, je suis devenu ami avec un compositeur, chef d'orchestre, etc., qui maintenant, lui, et c'est lui qui tient la baguette, c'est Mathieu Serradel, et qui est un gars absolument formidable, qui a un cœur gros comme ça, et qui aide les gens. Voilà, donc j'y retournerai très très volontiers, parce que c'est un immense spectacle aussi. Ouais, super chouette, que je recommande vivement, chaudement, même pour ceux qui sont peu habitués à la comédie musicale. Je trouve que c'est un bon pied à l'étrier. Mais la comédie musicale, en fait, j'ai à mon palmarès au moins 2 grandes comédies musicales. 2, oui, non, 3, 3, Ah 3, bah 3. alors, tu vois. Oui, 3, puisqu'il y a d'abord Godspell, Mhm. et puis ensuite il y a Mayflower, Mhm. donc d'Éric Chardin et Guy Bontempi, avec Chardin, et puis il y avait Stone sur scène, etc., Ouais. et Grégory Ken, Christine Delaroche. Donc j'avais un des premiers rôles, où j'avais un truc chouette à chanter, Monsieur Magritte, oui, j'avais beaucoup à chanter, oui. Et puis aussi La Révolution française, Ah, ok. dans lequel je joue Talleyrand. Et alors là, c'était quelque chose, là. Pourquoi? Parce que on le joue au Palais des Sports. Mise en scène par Michel Doré. Michel Doré, plus en très bonne santé. Assez angoissé de mettre en scène un spectacle avec des mouvements de troupe très très importants. Ok. Notamment, il y avait un tableau qui s'appelait Valmy, et il voulait vraiment mettre ça en scène, arriver à que ce soit à la fois cohérent, plausible, belle mise en scène. Palais des Sports, je ne sais pas combien, il y avait 4000 places, enfin, je ne me rends pas compte. Et mon rôle de Talleyrand ouvrait quand même le spectacle. Et j'avais comme, puisqu'il était évêque d'Autun, il était entouré de prêtres. Et parmi ces prêtres, il y avait Daniel Balavoine qui était sous mon rôle, Ok. si je puis dire. Ouais. Il y avait Gérard Layani, Bachung était dans le spectacle aussi, etc. Et mon rôle, en fait, malheureusement, Michel Doré ne s'occupait pas de moi. Et j'avais une chanson extrêmement importante. Pourquoi? J'étais seul. Je devais être j'étais accompagné par mes chœurs, et les chœurs disparaissaient, et je me retrouvais avec le micro seul devant 4000 personnes, quoi. Et t'as pas Il été n'avait pas le temps. mis en scène? Il n'avait pas le temps. C'est Valmy. Et donc, quasiment la veille de la première, j'ai quitté les répétitions parce qu'il ne s'occupait pas de moi, et je suis retourné un petit peu dans ma banlieue, près du parc de Sceaux. Et entre 2 écureuils et 3 facochères. Et 3 facochères, j'ai répété. J'ai répété ma scène à ma façon. Et ensuite, quand je suis arrivé sur scène, j'ai pris le micro, et j'ai fait une partie de rocker au départ, avec une gestuelle rock and roll. Parce qu'au départ, il chante Moi Charles Maurice de Talleyrand Périgord, un truc très doux comme ça, et ensuite avec une rupture énorme. Et j'ai fait un tabac. Disons que ce tableau, il arrivait, il y avait quelques mises en place, le roi, un truc, et j'arrivais parmi les premiers tableaux, mais au départ, le spectacle ne bougeait pas trop, quoi. C'est-à-dire le public ne savait pas trop comment prendre le spectacle, ce qui se passait. Et t'as réveillé les gens. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait le Martin Circus qui était là, mais c'était de la musique formidablement animée, mais ça emportait, certes, mais le public ne comprenait pas exactement où ça allait. Voilà. Et là, ça a déclenché quelque chose. Et donc ça, je l'ai chanté aussi. Voilà. Excellent. Mais j'ai drôlement flippé là. La peur de ne pas être à la hauteur, oui. Je me sens pas toujours légitime dans ce que je fais, hein. Et ce manque cette appréhension que l'on a toujours peut nous servir.
peut nous servir, c'est-à-dire ou bien on meurt de trac et on s'en va, ou bien on fait avec, et puis on se construit de l'intérieur, et puis on plonge, et puis il y a la magie, quoi. Quand tu dis que ça nous sert, c'est parce Mm. qu'on est plus appliqué après, justement, avec oui, ça? Oui, l'implication. Et d'ailleurs, cette implication, pardon mon vieux, Il a fait un beau bond. impliqué, oui. Enfin, en tout cas, même, il y a une partie de ma vie qui est sur scène, et puis ensuite, j'ai quitté la scène pour des tas de raisons personnelles, et je me suis mis beaucoup plus derrière le micro. Et pour moi, ça n'a jamais été un genre mineur, jamais. Le micro, tu parles? Exactement. Ouais. Le micro n'a jamais été un genre mineur, que ce soit pour faire des bidouilles dans le micro, pour faire ou de la pub, ou dire des textes par-ci, par-là, et ne plus être sur scène, même si la scène, c'est quand même un art majeur. Mais pour moi, ici, là, ce n'est pas un art mineur. Parce que quand je suis au micro, je suis sur scène. Je l'ai toujours vécu comme ça. Donc, c'est une façon de me rattraper. Certes, on peut regretter parfois de ne pas avoir de spectacle. Maintenant, il y a des années qui sont passées, etc., etc. Et c'est un petit peu la vie. Mais j'ai une carrière... je trouve que j'ai fait un parcours extraordinaire où j'ai rencontré des personnes géniales. J'ai rencontré des artistes, des metteurs en scène. J'ai été dirigé par des gens incroyables, quoi. Donc, et t'as une cassette voilà, de Jim Henson, je suis presque jaloux, dis donc. Ouais. Pour en revenir à Pumba, c'est un perso que t'as repris moult fois par la suite, Oui. dans les films, dans des séries, dans des jeux vidéo. Il a un capital sympathie au max. Pourquoi on les aime tant, ce phacochère et ce petit suricate, tu penses? Ça, c'est le choix et la création chez Disney. Ils ont réussi à trouver un couple assez formidable. Bon, c'est une sorte de Laurel et Hardy, peut-être. Il est vrai que les duettistes, il faut bien les choisir, c'est certain. Et d'ailleurs, pour en revenir à ça, même si je n'ai pas vu le film, je me suis fait interpeller sur les réseaux. Pourquoi est-ce que je ne gueule pas parce que Alban Ivanov a fait un Pumba aux côtés de Jamel sur une énième version du Roi Lion. Ok, ouais. Et d'une part, j'ai rien à dire parce que les rôles ne nous appartiennent pas. Et je trouve que Alban Ivanov est extrêmement talentueux comme artiste. C'est un artiste. On se sent pas remplacé par quelqu'un d'illégitime. Je le trouve parfaitement légitime parce que c'est un artiste formidable. Alors ensuite, on aime ou on n'aime pas, etc. Voilà. Ouais. Mais donc, je trouve que le choix qu'ont fait les créateurs est extrêmement intelligent. Il y a une drôlerie immédiate. Et voilà, ensuite, il fallait les remplir. Est-ce que ça t'a donné envie de faire un safari photo dans le Serengeti, tout ça? Ah oui, ça j'aimais. Oui, j'aimerais beaucoup. Absolument. Bah, oui. Dis donc, depuis 30 ans, t'as eu le temps de faire des safaris Oui, photos mais ça dans le s'est pas fait. Serengeti, mince. J'avais pas le temps. Oui, c'est vrai. Ça à faire. On fait ça après. Ce serait pas mal. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais pour t'évader, si c'est pas indiscret? Je m'évade très volontiers en Bretagne. Ouais. Je m'évade en écoutant de la musique. Quel genre de musique? Mais en fait, j'aime beaucoup. Je peux aussi bien aimer du hard rock que de la musique classique. Je suis un fou de violon, vraiment. Et j'ai adoré. Depuis mon enfance, on écoutait pas mal de musique classique à la maison, et le violon. Et il y avait une émission qui s'appelait, je ne sais plus, il y avait, c'était présenté par Armand Panigel, et c'était un personnage qui avait une très très belle voix, extrêmement bien timbrée et articulée, et qui faisait, qui comparait les versions. Ah, ok, je vois. Donc, il y avait, parmi ces gens-là, il y avait des critiques musicaux, notamment Antoine Goléa,
qui avait des origines de l'Est un petit peu, je sais pas, de Roumanie, ou ça, mais dans cette version, il ne va pas au bout des choses. Ce n'est certainement pas comme ça que Mozart avait dit qu'il fallait. Il s'engueule autour du micro et on entend les versions comparées. C'était absolument extraordinaire. Et j'adore faire ça. J'achète, j'ai souvent acheté plein de versions différentes en disant Milstein, il joue comme ça, et puis Isaac Stern comme ci. Voilà, ce sont des choses qui me remplissent. Et puis, oui, enfin, j'aime la BD, j'aime lire, mais j'adore la Bretagne parce que j'ai rencontré une femme formidable, une Bretonne. Une bigoudaine ? Oui, une vraie de vraie. Et voilà, ce qui fait que j'y suis très souvent. Bah, t'as bien raison. J'espère que tu manges du bon kouign-amann. Enfin, pas trop, parce que bon, on sait pourquoi. Ouais. En 98 sort Kirikou et la sorcière, un film d'animation de Michel Oslo, que tu as déjà cité. Pourrais-tu me parler de ce film et de ta participation à celui-ci ? Alors, Michel Oslo, c'est vraiment un être incroyable que je rencontre des années auparavant, avant Kirikou, sur un petit film d'animation. Je sais pas, c'est pas Prince et Princesse, non, c'est pas ça. Il faudrait retrouver le nom sur des premiers films de Michel Oslo. Ouais. Je vais chercher ça. C'est pas Berger et le Ramoneur, je sais pas, c'est un film d'animation, donc. Hein. Oslo s'écrit O-C-E-L. Alors, Michel Oslo. Wikipédia. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Nanana. Je regarde Prince et Princesse, c'est pas ça ? Non, c'est en 2000, donc c'est après Kirikou. Non, c'est bien plus tôt. Hein. Bien plus tôt. Je sais pas, c'est dans les Filmographie. années 60. Alors, les trois inventeurs, les films... Ou les trois inventeurs. Bon, 79. Bon. Donc, je suis appelé par une petite boîte de production. Mm-hmm. Et on me demande, puisque bon, je commence à être repéré pour... disons pour... Ta plasticité vocale ? Oui, une certaine souplesse vocale. Voilà. Je suis un peu repéré pour une certaine souplesse vocale. Et je rencontre un monsieur qui me montre des images. Et en fait, il a découpé dans des sortes de napperons. Par exemple, si on va chez le pâtissier acheter un gâteau, il nous met sous le gâteau des sortes de... Ouais, je vois. Voilà. Petits feuillets. Voilà. Et donc, tout ceci, il y a des dessins, des sortes de circonvolutions, de dentelles. Ouais. Il a donc pris des éléments de ce genre-là pour en faire des personnages. Ah. Il a découpé et il a animé ces personnages. Waouh. Et en même temps, toutes ces circonvolutions me donnent à penser que c'est un peu ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire sa façon de me diriger et de me demander des voix, des interprétations. Je trouve ça à la fois complexe et formidablement intelligent. Et je dis, il en a là-dedans, le monsieur. Voilà, donc je suis très impressionné par cette rencontre. Et ensuite, je termine mon travail et on ne se voit plus jamais. Okay. Sauf que, 200 ans plus tard, je rentre de vacances. J'étais à Bali. Oui, je rentre de vacances et j'ai un fax. Excusez-moi, c'était les il y a années. quelques temps. J'ai un fax où il est dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mon nom est Michel Oslo, je suis actuellement à Londres, je travaille sur un projet d'un film, mais est-ce que vous accepteriez de venir me voir chez moi je voudrais vous présenter un projet, il faudrait faire la voix d'un facochère, etc. Je dis, et je lui téléphone, je dis, je me souviens parfaitement de vous,
d'autant que je pensais à vous la semaine dernière. Comment cela? Eh bien oui, la semaine d'avant, j'étais à Bali et je vois du théâtre d'ombre. Ah ouais, ok. Et lorsque je vois du théâtre d'ombre Ça te avec rappelle? ces personnages animés, Ouais, ces petites figures. et ces figures-là me font penser à Michel Oslo. Et j'arrive chez moi et j'ai un fax de Michel Oslo. Voilà, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Les grands esprits se rencontrent. Ouais. Donc j'arrive chez lui et il sort une cassette, comme dans le temps, avec un magnétoscope, Ouais. et il me montre des personnages, des animaux, qui vont faire partie de l'univers de Kirikou. Ce sont des personnages que Kirikou va rencontrer, et il me demande si je peux venir faire des voix là-dessus. Notamment, il y a un phacochère. Je dis, écoutez, là, je sors du Roi Lion, là, à l'instant, et peut-être que ça va vous gêner, mais étant donné que je fais Pumba, je vais peut-être pas vous faire du... Non, faire ça ensemble, voilà, il y a des petits personnages qui font ci, qui font ça, est-ce que... Je dis, moi, je me sens extrêmement à nouveau élu, choisi, émerveillé. C'est très beau ce qu'il fait. Et puis, question ultime, où désirez-vous enregistrer, me dit-il. C'est incroyable. Ah, waouh. Et il est vrai que lorsque l'on enregistre parfois sur des longs métrages, on enregistre dans des studios, genre à Joinville, dans des grands studios, on fait une prise. Et puis, il y a les ingé-sons, et puis il y a le staff de l'ingé-son qui revient et qui replace le micro là. Alors, bon, et on refait une autre prise, il revient et replace là. Ce qui fait que pour se chauffer et avoir envie de faire d'autres prises, parfois c'est assez flippant parce qu'on ne veut pas déshonorer le travail de quelqu'un qui vient faire son boulot. Et puis en même temps, moi j'ai envie d'y aller. Ouais. Et je dis donc à Michel Oslo, ce serait bien si on pouvait se retrouver dans un studio pub. Parce que les ingé-sons pub, souvent, il y a une certaine façon d'y aller, mais très bien, on va où vous voulez. Et puis on désignait un lieu, et on a fait en 2 heures de temps parce qu'on a travaillé en son seul. Tu nous expliques ce que c'est le son seul? Tu nous rappelles? On a travaillé en son seul. Ouais. En son seul pour l'échafaud, non. On a travaillé en son seul. Ça veut donc dire qu'on travaille simplement au micro, suivant les indications du metteur en scène, et le son ensuite va être posé sur l'image. Après, on ne travaille pas sur une image en train de créer la voix, une espèce de post-synchronisation. Là, c'est nous qui créons les séquences vocales, et ensuite, avec le montage et le mixage, ils iront placer ça sur les personnages. Merci. Donc, il me parle des différents personnages, et je crée les sons et les voix et les onomatopées et les sons, et puis il est ravi de ça. On a fait le boulot, je dis, assez rapidement, et pendant que l'on parlait, et même qu'il me donnait d'autres indications, l'ingé son pub, comme ça, avec sa dynamique, déjà il faisait des petits montages en disant est-ce que ce genre de truc pourrait vous convenir, et mais c'est merveilleux, c'est formidable, etc. Vachement bien, quoi. Donc là, c'était une aventure absolument extraordinaire. Voilà. Et tu me disais que t'avais fait même les oiseaux, t'as fait les... Oui. C'est fou, ça. Des choses qui me venaient, des sortes de sons, de cris, mais ça, c'est une forme d'incarnation qui me vient de la commedia dell'arte. Est-ce que pour ça, Michel Oslo t'a demandé de proposer, ou est-ce que... Ah oui, complètement. Complètement. Là, je suis... Il t'a laissé libre? Ah oui, il me parle, il me nourrit d'intentions, et moi j'imagine. Et moi, j'imagine, et je sors des sons qui parfois ne correspondent pas du tout, mais en même temps, je me chauffe, et puis je vais trouver des sons qui quasiment ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que on est un peu possédé.
Ouais. Encore une fois, je reviens au travail de masque. Le travail de masque, lorsqu'on prend le masque, parce que le travail que j'avais fait de commedia dell'arte, c'est on m'a mis une glaise sur le visage, on m'a pris une empreinte de mon visage, et ensuite, quand on a ça sur la tronche, on se regarde dans une glace, et ensuite on peut commencer à faire vivre, à faire apparaître, en faisant même aussi un travail avec les mains près de la tête pour donner certaines dimensions au personnage. Et à ce moment-là, on sent que le corps commence à bouger. Et tout ça fait que j'ai été nourri, j'ai été biberonné un petit peu à ça. Et lorsque Michel Oslo me parle, eh bien, je sens en moi des choses qui montent en moi. Ça vit en moi. Oui. Et c'est vrai, c'est une sorte d'incarnation, c'est une sorte de possession. Oui, c'est... Super. Oui. C'est du chamanisme. Oui, mais à ce moment-là, je crois qu'on peut être assez possédé, et je suis très curieux. Enfin, bon, je suis allé un peu au Brésil grâce à mon frère Jean-Claude, qui a été directeur de l'Alliance française là-bas, professeur de philosophie et tout ça, hein, mais son Alliance française était une plaque tournante culturelle qui m'a fait rencontrer des tas de gens, et j'ai assisté à des séances de candomblé, etc. De quoi? C'est du chamanisme. C'est du chamanisme. D'accord. Sur la plage. T'appelles ça comment? Du candomblé? Vais-je bien le prononcer? Candomblé. Ok. Ok. Candomblé, oui, il me semble que c'est ça. Et on est en blanc sur la plage la nuit. J'ai assisté à des séances assez étonnantes. Oui, ça peut être très, très prenant. Moi, je peux être à la fois dans la rigueur et dans le vivant immédiat. Et puis, j'aime ce qui nous inspire. Et ces vibrations émotionnelles, elles sont essentielles pour notre métier, parce qu'on est là pour partager ça. Je veux dire, c'est tout ce qu'il y a dans ce que nous faisons, dans ce que nous créons, dans ce que nous donnons, il y a une part de surnaturel. Oh. Ok. Oui, c'est le merveilleux, c'est une forme de magie. Ouais, je vois. C'est une forme de magie, même si je peux être encore une fois dans la rigueur. Moi, je sais qu'il y a parfois des choses qui sortent de moi malgré moi. Mais c'est en moi, ça a été nourri par ici, par là, et je veux pas dire que je suis complètement... mais si... Ce sont des fêlures qui laissent passer la lumière, bien sûr, voilà, c'est ça. Hein, mais si je me suis investi autant dans ce métier, dans ces formes de métier, c'est parce que je suis habité, vraiment... même en étant, encore une fois, rigoureux et sérieux, je me sens pas complètement barré de l'autre côté, mais je sais que c'est bon. Si je prends par exemple, il y a quelques phrases comme ça qui résonnent, qui sont importantes. C'est un immense pianiste dont bien sûr le nom m'échappe maintenant, Rubinstein. Voilà, ça va. Il dit bon, après Mozart, il y a encore du Mozart. Ce sont les résonances. Les résonances. Donc si on n'a pas des résonances en nous, moi je suis un instrument qui résonne sans arrêt, il résonne là, mais il résonne en moi par des vibrations, et on apporte tout ça. Et ce n'est pas de l'intelligence artificielle, vraiment pas. Vraiment pas. C'est de l'intelligence émotionnelle. Oui. Et si on arrive à nous couper de cela, on ne va plus transmettre ça, ce qui fait une sorte de vivant merveilleux, et on va aller vers du plat et que du fabriqué, et forcément c'est du fake.
Et comme je disais à une interview de France Culture, si ce sont des fakes, eh ben ça fait chier. Cette analyse, est-ce que tu l'as toujours, est-ce que tu l'as toujours ressenti comme ça, ou c'est quelque chose que tu comprends aujourd'hui avec l'expérience? Oui, bien sûr. À partir du moment où je commence à en parler un peu plus, avant c'était beaucoup plus intuitif, mais maintenant, je le verbe est là aussi pour, oui, oui, c'est bien à certains moments de l'expliquer, et essayer un petit peu on est là pour transmettre, pour donner des clés, donc je peux dire ça. Je peux mieux l'exprimer avec une certaine, maturité, faire un peu de chemin, oui, bon, oui, c'est bien de le dire aussi, Mmh. oui. Toi qui transformes ta voix, selon ton bon vouloir, comment, tu la travailles, cette, souplesse ou plasticité? Il y a toujours un petit peu, de travail, oui, 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 oui. Comment ça se travaille la plasticité de la voix? Mais, ça se travaille, bon, oui, bien sûr, sous la douche, mais il y a beaucoup je parle seul souvent. Ouais, Je parle seul souvent. c'est Oui. en répétant, Oui, en oui. faisant? Oui, 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 en faisant. Quand j'ai rencontré, ma douce et tendre bretonne, heu, alors à la fois dans la rencontre et dans une forme de séduction, j'exprime ma mobilité vocale. Pas forcément dans la déconne, mais étant donné que j'interprète, des phrases, les phrases je les dis pas, forcément, d'une traite comme ça. Mes phrases, je les interprète, je les donne avec des intentions. Est-ce que la vie est une interprétation? Oui, et donc, elle me dit: «Mais tu n'es pas obligé de changer de voix». Je dis: «Mais si, justement, je suis obligé». Parce que c'est toi? Oui, parce que c'est moi, Mmh, parce que c'est moi. Si, si. marrant. Que conseillerais-tu à un gamin fasciné par ton côté transformiste et qui souhaiterait être le futur Michel Elias? Mmh. Eh bien, il faut aller à la rencontre, de textes. Il faut travailler le souffle, la respiration, le chant, même si ensuite on ne suit qu'un seul canal, il faut se nourrir de tout cela, c'est absolument nécessaire. Il y a des gens qui sont hyper doués et qui arrivent à faire plein de choses, en ayant très, très peu, suivi de cours et cetera, mais ils ont déjà plein de richesses en eux, qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais bon, très bien. Mais ensuite, il faut apprendre à canaliser, pour ensuite décanaliser et pour ensuite recanaliser. Voilà, ouais, ça fait du boulot. Tu es un des fondateurs de l'association Les Voix. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Quel est le but? Le but, c'est faire en sorte que notre, métier soit reconnu et encadré. C'est-à-dire que, si on s'associe, c'est pour que l'on reconnaisse un vrai métier, qui n'est pas un métier hasardeux, qui est un métier artistique, sérieux, que nous faisons, que nous pratiquons avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de fantaisie. Et on avait besoin, même si, dans le monde du doublage, disons que cette famille du doublage, elle avait réussi à mettre en forme quand même, le métier, et avec les syndicats et cetera. Mmh. Et nous, on a eu besoin de monter cette association qui doit avoir maintenant, je sais pas, une quatorzaine d'années, grâce à Patrick Cuban et Stéphane Kalb. Essentiellement, c'est les éléments moteurs et qui ont souhaité s'entourer. Et je n'ai jamais vu d'ailleurs, autant de regroupements, un regroupement de comédiens durer aussi longtemps, vraiment. Et donc il faut continuer à veiller sur nous, c'est-à-dire que les gens qui nous emploient, ne savent pas forcément qu'il y a des règles. Lorsque l'on engage des comédiens, il faut savoir à quoi ça sert. Enfin, ce que nous enregistrons, doit être, il faut légiférer pour que l'utilisation de notre travail soit encadrée et ne serve pas à faire n'importe quoi.
Ce serait quoi n'importe quoi, par exemple? Mais n'importe quoi, c'est se servir de nos voix, de nos phonèmes, pour en faire d'autres choses que ce pourquoi nous sommes engagés. C'est-à-dire que nos voix nous appartiennent. Donc, si on m'appelle pour un enregistrement, c'est pour cet enregistrement-là, et non pas pour ensuite prendre des sons, les découper, en faire des confitures, les mélanger à d'autres voix pour en faire quelque chose d'autre, pour créer une sorte de monstre vocal, des voix qui n'existent pas, et ne serait-ce que pour pouvoir nous voler, et puis et ensuite ne plus nous payer. Bien sûr. Donc c'est tout un pan d'un vaste métier, c'est-à-dire qu'il y a les adaptateurs, ceux qui écrivent les textes, ceux qui les mettent en forme, enfin même les musiciens, mais les comédiens et tous ceux qui prêtent leur voix aux personnages peuvent se trouver, disons, complètement démunis de tout extrêmement rapidement. C'est grave. Donc cette association, elle est là pour ça, pour essayer d'appuyer auprès de Bruxelles, auprès de ceux qui nous dirigent, auprès des grands dirigeants, pour être écoutés et être pris vraiment au sérieux, et ne pas mettre en avant uniquement tout ce qui est la tech, tout ce qui est la technique, pour refabriquer que du faux. Je veux dire, il faut que le vivant soit mis en avant. C'est absolument nécessaire. Donc cette association, elle est là pour ça, quoi. Voilà. Il ne faut pas toucher à nos voix qui nous appartiennent, nos images nous appartiennent. Donc on peut les prêter, les céder un temps pour un certain travail qui doit être, disons, encadré. Délimité. Et auprès de Bruxelles, auprès de la CNIL, auprès du RGPD, le Règlement général des données, parce que notre voix est une donnée qui nous appartient, tout cela doit être rigoureusement encadré. Voilà, tu parlais bien sûr du combat contre l'IA. Tu es également ce que l'on nomme un conteur. J'aime beaucoup ce terme. Tu as raconté des histoires pour le magazine au titre explicite. Raconte-moi des histoires. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Raconte-moi des histoires, c'était d'abord, je crois que ça venait d'Italie. C'était simplement des cassettes qui étaient vendues dans les kiosques à journaux. En même temps, les cassettes audio venaient avec des petits bouquins et qui étaient des contes pour enfants. Et la boîte de production Tralala, dirigée à l'époque par Didier Brun et Jean-Louis Delaunay, ont été sollicités pour faire la version française, enfin prendre les contes habituels, plus d'autres. Et étant donné que j'étais un de leurs interprètes choisis depuis longtemps, disons que 4, 5, 10 fois par semaine, je faisais de la pub avec eux. J'étais un interprète prolifique. Et puis, donc, ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'enregistrer des contes. Oui, ça m'intéresse d'enregistrer des contes, parce que ce monde-là, l'enfance, raconter des histoires, c'est merveilleux au sens premier du terme. Et donc, étant donné que j'avais joué un petit peu au théâtre aussi, en télé, que j'avais rencontré des acteurs, j'avais rencontré Martine Sarcey, qui jouait aussi... qui faisait la voix de ma sorcière bien-aimée, série télé absolument formidable, et qui avait une musicalité vocale incroyable, qui racontait fort bien. J'avais joué au théâtre avec Henri Virlogeux, un personnage qui avait une voix grave, etc., formidable conteur aussi, et voilà, donc j'ai amené du monde à Tralala, et avec d'autres comédiens, notamment Evelyne Grandjean, on a enregistré, et d'autres, plein de comédiens. Donc raconter des histoires, je trouvais ça formidable. C'est quoi pour toi raconter des histoires? À quoi ça sert? Ça sert à faire du bien, ça sert à cultiver l'imaginaire, ça sert à éduquer, ça sert à renforcer l'imaginaire des enfants. Et voilà, je trouve que c'est
être relié au merveilleux, à l'invention. Ça sert à animer la peur, mais ça sert ça sert à faire du bien, tout simplement, je crois. Ouais, je crois que c'est l'une des plus vieilles formes de spectacle, hein. J'imagine que nos ancêtres se réunissaient dans les cavernes et se Mais bien sûr, racontaient oui, des tout à fait. histoires. Oui. Hmm. Comment donne, sans l'accent, comment donne-t-on vie à un texte? Un texte, on commence à le lire et on a l'impression de savoir tout de suite comment le dire. Enfin, personnellement, j'ai l'impression, dès que je me trouve face à un texte, ensuite on peut se tromper, on peut être, bien sûr, certes dirigé. Là, en l'occurrence, il y avait une relation de confiance assez formidable avec la boîte de prod Tralala, et on y allait, il savait qu'on savait faire. Et puis, ensuite, la multiplicité des personnages, pouvait nous redresser en disant tiens, on est trop proche, le premier il est un peu trop proche, que bon, d'accord, musicalement, mais pour raconter, pour faire vivre l'histoire, ce qui compte, c'est bien sûr raconter, mais raconte quoi? C'est le sens de ce que l'on dit. Et on n'est pas là pour dire des mots ou dire des phrases. On raconte. On donne du sens à ce que l'on dit. C'est assez primordial. On fait, on anime, oui, au sens anima. C'est ça. Donc, il y a l'imaginaire, il y a notre imaginaire, il y a celui qui nous écoutera. Enfin, tout ça est très très important. Donc, c'est merveilleux de raconter. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, et j'ai parfois certaines difficultés lorsque je dois raconter des documentaires, parce que pour moi, je suis pas uniquement un lecteur de textes, et on me demande de dire fais-le droit. Ah ouais. On va le faire droit. Ça veut dire quoi? Plus simple. Je ne sais pas. Faire le droit, c'est-à-dire il faut pas donner, et plus on le fait droit, plus on gomme le sens et l'émotion, et on va vers ce qui nous fait peur, on va vers le vide, je trouve. Moi, j'aime bien interpréter. Alors, c'est vrai qu'on peut doser, bien sûr, on n'est pas là pour déclamer, forcément. On peut donner des nuances, on est là pour ça. Mais droit, j'aime vraiment pas bien. J'aime pas quand c'est droit. T'aimes bien que ça, Oui, c'est sinueux. La vie moderne est anxiogène. Quel est ton remède? Ben, c'est tout ça, c'est tout ce que je vis. Je veux dire, si je ne suis pas dans mon... en fait, moi je suis un artiste, et jusqu'à la fin de mes jours je le serai. Donc mon remède, c'est ma vie. C'est ça? Mon remède, c'est ma vie. C'est une citation. C'est pas mal. On va se faire une petite conclusion. Tu as joué 1000 personnages, tu as raconté 1000 histoires. Aujourd'hui, il est difficile de créer quelque chose de véritablement nouveau. Mais est-ce nécessairement un mal? On dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Quel est ton sentiment sur tout ça? Oui, enfin, on fera... Je pense qu'on peut faire 1000 potions magiques à base de 1000 substances. Voilà. Pas substance idiote qu'on fume. Là, non. Je veux dire, la substance, elle est là. Enfin, si, on peut faire 1000 choses nouvelles, mais c'est certainement, si on est l'inspiration, on la prend. Forcément, s'il y avait Handel, Mozart, etc., ils se sont inspirés les uns des autres. Oui, mais il y a des œuvres nouvelles et qui nous apportent... qui nous apporte le merveilleux et le vivant. Si, je crois qu'on peut faire du nouveau. C'est peut-être pas tout à fait nouveau, mais en fait, c'est complètement nouveau. T'as bien embrouillé tout le monde, merci. Merci Michel. Merci beaucoup. Allez, Hakuna Matata. Hakuna Matata.